Bienvenue sur le MOOC digital de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui avec Laurence Vignon, bonjour, vice-présidente de l'agence Ici Barbès, qui nous accueille aujourd'hui dans le 19e arrondissement. On peut comprendre qu'elle est née à Barbès, mais que nous sommes ici dans les locaux d'ailleurs qui sont magnifiques. On va parler de communication, on va parler de contenu. Et puis aussi, j'aimerais avoir des questions un petit peu plus générales sur les formations qui mènent, par exemple, à une sorte d'approche journalistique. Est-ce que tu considères que des formations plutôt littéraires, c'est un petit peu la voie royale vers ces pratiques journalistiques et des formations comme, et je ne dis pas tout à fait au hasard, Hippocagne et Cagne, par exemple? Alors, ça pose plusieurs sujets ta question, parce que les formations littéraires, c'est des formations en général, c'est des voies qu'on prend quand on ne sait pas forcément très bien quoi faire, si ce n'est un goût pour la littérature et l'écriture. Et puis à un moment donné, l'écriture mène à une réflexion sur que faire de bien savoir écrire. Et puis est venue comme ça l'idée d'avoir et de faire une formation en journalisme. Ben, je voudrais aussi qu'on évoque justement les enseignements du journalisme. Je sais que notamment tu es proche de l'Institut pratique du journalisme. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de telles formations comme le CFPJ, il y en a plusieurs en France, et de la façon dont l'enseignement du journalisme est abordé aujourd'hui en France? Les écoles, que ce soit le CFJ, que ce soit l'ESJ à Lille ou l'IPJ, ont très bien su suivre les évolutions et les grandes questions que pose aujourd'hui l'enseignement du journalisme et surtout la pratique du journalisme aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit le sujet là, mais confronté à plein de débats et plein de questionnements que, y compris n'importe quel citoyen, peut entendre et voir tant en pratiquant les réseaux sociaux qu'en écoutant les grands médias. Alors dans des agences comme celle-là, les agences on va dire de communication en général, il y en a de multiples sortes. En général, le terme consacré c'est rédacteur, rédactrice. Quelles sont, avec ton expérience aujourd'hui, selon toi, on va dire les qualités requises pour être bonne rédactrice ou rédacteur aujourd'hui? Alors là, en fait, je ferai peut-être une petite nuance. Notre métier, c'est de se mettre au service des marques et donc de produire un certain nombre d'outils, de supports de communication pour les marques, avec des approches qui peuvent être un peu différentes, des approches qui passent par le contenu, par le storytelling. Et là, le rédacteur peut plutôt d'ailleurs être un rédacteur dont la formation initiale et le savoir-faire est issu du journalisme. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle plus en publicité, le concepteur-rédacteur qui, lui, pratique la rédaction dans l'art de la synthèse, dans ce qu'elle a de percutant pour trouver des accroches. Et c'est pas tout à fait... Le rédacteur est le mot qui fédère ces deux métiers, mais c'est pas tout à fait les mêmes métiers. Oui, en clair, on va dire qu'il y a celle ou celui qui rédige des textes plus ou moins longs et celles et ceux qui rédigent plutôt des accroches ou des phrases, voilà, des mots quasiment. On peut le dire comme ça. Ouais. Et tu penses que on peut très bien avoir les qualités de n'être que concepteur-rédacteur ou que rédacteur, ou que finalement on peut passer de l'un à l'autre allègrement? Non, je pense qu'on peut n'avoir les qualités d'être que rédacteur ou que concepteur-rédacteur, et je pense pas que ce soit tout à fait la même approche de l'écriture. Ce que ça a en commun, effectivement, c'est l'écriture, c'est le goût des mots, mais c'est quand même pas tout à fait la même manière de le faire, et je suis pas sûre que ce soit si facile de passer de l'un à l'autre. Alors, je dis ça parce que je sais que tu as aussi été rédactrice en agence, et puis rapidement tu as pris goût pour le développement commercial. Ça, c'est venu au fil des rencontres avec les clients, c'est venu à l'agence, c'est venu comment cet intérêt pour le développement commercial? Alors, c'est venu à l'agence dans laquelle j'étais il y a fort longtemps, qui s'appelle Verbe et qui était effectivement dirigée par deux personnages assez hauts en couleur, très animés par la réussite de leur agence, par le challenge que représentait à l'époque le fait de monter une agence de communication et surtout de l'amener à la réussite, et porté par eux, par le dynamisme, aussi par cette époque où finalement beaucoup de choses étaient possibles. J'ai été aussi gagnée par le goût de la compétition, par le goût de la réussite et par le goût de la relation client et de
de la façon de formuler finalement par rapport à une question la meilleure réponse possible en termes de communication, et ça dans le contexte qui régit un peu nos métiers, qui est celui de l'appel d'offres et qui est celui effectivement de se mesurer à d'autres agences dans le développement commercial. Ça a aussi quelques inconvénients, mais ça a aussi pour atout, et à l'époque, moi j'ai bien pris, et j'étais une bonne candidate pour ça, le goût du challenge, le goût de la création, le goût de porter les idées le plus loin possible pour convaincre un client. Alors, on peut considérer que finalement, ces différentes spécialités dans cette agence, comme dans beaucoup, consistent à raconter un peu ensemble des histoires. En fait, s'il y avait un métier qui fasse synthèse de toutes ces expertises, c'est un petit peu le storytelling, comme on dit. Oui. Ça, c'est quelque chose, j'imagine, qui t'intéresse, qui est finalement raconter des histoires avec des clients, pour des clients finaux. Mais au final, c'est de raconter. Exactement. Moi, je pense que quelle que soit la discipline de communication dans laquelle on se trouve et dans laquelle on développe une expertise plus précise, qu'il s'agisse d'événements, qu'il s'agisse de publicité, qu'il s'agisse de produire du contenu, on est quand même là, en effet, tous pour raconter des histoires. Après, c'est des histoires qui prennent leurs racines sur des piliers qui peuvent être très différents. Certaines histoires peuvent s'appuyer sur des piliers qui sont très ancrés dans la réalité et dans le besoin de faire la démonstration pour une entreprise de ses valeurs et d'appuyer ses valeurs par son savoir-faire, par ses métiers, par le respect de l'environnement, que sais-je encore, et puis d'autres qui sont des histoires très tournées vers l'imaginaire, vers le besoin de développer un désir et de raconter des histoires plus proches de choses plus imaginaires, plus créatives peut-être. Alors, tu as travaillé en agence indépendante, en groupe, et on évoquera aussi tout à l'heure le fait de comment gérer une agence indépendante aujourd'hui. Qu'est-ce que tu retires de ton expérience en grand groupe de communication? Quelle est aujourd'hui ton analyse sur le fait de travailler en groupe? Il y a eu une forte tendance ces dernières, on peut même dire décennies aujourd'hui, de regroupement pour des espèces de mastodontes de communication comme ça. Et puis des agences qui souhaitent ou sortir ou rester à l'écart. Quelle est ton analyse, tout dans un premier temps, sur ces gros groupes en France? Il y en a quelques-uns comme ça qui se partagent quantité d'agences et d'annonceurs d'ailleurs. Moi, je pense que l'expérience dans un grand groupe est intéressante, très intéressante à plusieurs titres. D'abord humainement, parce que ça permet de rencontrer pas mal de gens issus d'horizons différents et issus aussi d'expertise et de disciplines différentes. Quand ce groupe fonctionne bien, une de ses qualités, c'est de mettre et de juxtaposer et d'hybrider justement toutes ces expertises pour essayer là aussi de proposer des meilleures réponses, les réponses les plus créatives, celles qui vont emmener le plus loin possible un client. Et ça, je trouve que c'était dans certains cas très intéressant dans un groupe, cette hybridation et cette volonté finalement de mélanger les expertises, de mélanger les cerveaux et de se dire que les idées peuvent venir de partout, que personne n'a sa plate-bande et que finalement c'est cette meilleure idée qui va être portée auprès des clients. Après, ce qui peut poser des limites dans ce type de stimulation et d'émulation collective, c'est évidemment que dans les groupes, et de toute façon c'est vrai pour tout le monde, on est tous contraints par nos business respectifs. Et que cette belle idée de les meilleures idées viennent de partout, et tant pis si finalement c'est une discipline événementielle, une discipline publicitaire, ou le contenu qui va prendre le pas pour mener un peu et leader un peu la communication de ce client. Aujourd'hui, c'est plus finalement ce qui m'intéresse, c'est quand même de prendre le business. Et voilà, c'est ce qui pose un peu les limites de ça. Mais c'est ce qui est intéressant dans un groupe, c'est ce mélange, cette multiculturalité et les rencontres qu'on peut y faire.